va bien. Bon, parfait. Merci. Oui, encore un peu, mais c'est... On est en train de, pour votre information, on règle une question de bronzage. Celle de ce côté-là. Moi, je l'ai directement dans les yeux. Je vais donner la chance aux gens de prendre place, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information portant sur le projet de PEDUS-TURCO, diminutif pour Plan de développement urbain, économique et social des quartiers aux abords de l'échangeur Turco. Je souhaite également la bienvenue aux personnes qui nous écoutent par le biais de la diffusion sur les réseaux sociaux. This meeting will be conducted in French, but anyone who would prefer to address the Commission and ask questions in English may do so. Je me nomme Hélène Laperrière, je suis urbaniste et commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. La présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier, m'a confié la présidence de cette commission. Je serai secondée par deux commissaires, Mme Danielle Landry, organisatrice communautaire, et M. Bruno-Serge Boucher, issu du monde des communications et des affaires. La commission est appuyée dans ses travaux par Mme Élise Naud, qui agira à titre de secrétaire de la commission. À la table d'accueil, nous avons Nicole Ouimana et Christelle Lollier-Théberge. Elles sont là pour vous donner toute l'information disponible. Monsieur Gilles Vézina, qui n'est cependant pas ici ce soir, est attaché de recherche et de documentation à l'Office. C'est la personne que vous devez contacter si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Les coordonnées de l'Office sont indiquées dans le dépliant qui se trouve à la table d'accueil. Madame Annick Pouliot assure la logistique. L'assemblée de ce soir est enregistrée. C'est la firme Paradox qui s'occupe de la sonorisation et Mme Louise Philibert à la sténotypie. Tout ce qui sera dit au cours de l'audience sera transcrit. Les transcriptions font partie du dossier de documentation qui est disponible à la fois sur le site Internet de l'Office et à nos bureaux. Je souligne aussi que M. Luc Doré, secrétaire général de l'Office, est parmi nous ce soir, du moins pour une partie de la soirée. Je vous signale que l'ouverture de la séance ainsi que la présentation du projet par les porte-paroles de l'arrondissement sont web diffusées sur les réseaux sociaux. Je salue donc les participants à distance. Quelques mots maintenant sur la consultation publique et sur l'Office. Une consultation est destinée d'abord aux citoyens qui ont le droit d'être renseignés sur les projets susceptibles de modifier leur cadre de vie. Ils ont aussi le droit de faire valoir leur opinion dans le but d'éclairer et d'influencer les décisions des élus relativement à ces projets. Les consultations de l'Office doivent être crédibles, transparentes et efficaces. L'OCPM est régie par la Charte de la Ville de Montréal, mais c'est une entité distincte et indépendante. Les commissaires ne sont ni des élus ni des fonctionnaires. Comme toute personne faisant partie d'une commission, mes collègues et moi, nous sommes engagés à respecter le code de déontologie des commissaires. Vous pouvez prendre connaissance de ce code à la table d'accueil et sur le site Internet de l'Office. Pour ce qui est du projet à l'étude ce soir, le Conseil municipal de Montréal a mandaté l'OCPM le 24 avril dernier afin de tenir une consultation publique sur le projet de plan de développement urbain, économique et social des quartiers avoisinants Turcot. L'Office a fait distribuer un dépliant d'information dans un large périmètre autour du territoire du PEDUS. La documentation relative au projet a été mise à la disposition du public. Elle peut être consultée au bureau de l'Office et sur son site Internet. Pour présenter le projet et répondre aux questions du public et de la Commission, nous avons avec nous les responsables du dossier à l'arrondissement du Sud-Ouest. M. Louis-Henri Bourque, chef de division à l'arrondissement du Sud-Ouest, nous présentera son équipe tout à l'heure. Il y a aussi dans la salle d'autres personnes ressources qui pourront répondre aux questions. Je laisse également le soin à M. Bourque de nous les présenter si tel était le cas. Quelques mots sur les étapes de la consultation publique. Elle se fait toujours en deux parties. La première partie commence ce soir. Elle porte sur l'information des citoyens par rapport au projet. Ce n'est donc pas le moment d'exprimer son opinion. On est là pour s'informer.
La commission accueillera à tour de rôle toutes les personnes désireuses de poser des questions sur le projet. Cette étape, ce soir, mettra fin à la première étape de la consultation dédiée à l'information. La deuxième étape de la consultation est consacrée cette fois à l'expression des opinions. L'Office a introduit depuis quelque temps une nouvelle façon de donner son opinion. À ceux et celles le souhaitant, il est dorénavant possible de donner votre opinion en ligne. D'ici quelques jours et jusqu'au 20 juin, vous pourrez vous exprimer en répondant à des questions précises en une page et à partir de notre site Internet, portant sur les 5 axes d'intervention que vous présenteront les représentants de l'arrondissement dans quelques instants. Vous pourrez donner votre avis selon vos intérêts et vos préoccupations sur l'un ou l'autre des 5 axes présentés. L'adresse pour ce faire est indiquée sur le dépliant disponible également à la table d'accueil. À partir du 20 juin, commencera l'audition des mémoires et des opinions. Cette étape est elle aussi très importante. Vous devez aviser l'Office au plus tard le 15 juin de votre intention de faire une intervention orale ou de présenter un mémoire afin de nous permettre de préparer un calendrier d'audition. Vous pouvez également transmettre un mémoire sans présentation orale. Il est important d'acheminer vos textes d'ici le 15 juin. Cela nous permet de les lire avant leur présentation, de façon à rendre l'échange plus productif. L'audition des mémoires et des présentations se fera ici le 20 juin à 19h. Au besoin, elle se poursuivra le lendemain, dépendamment du nombre de personnes qui se seront inscrites. Une fois l'audience ou les audiences terminées, la commission effectuera son analyse en se basant sur la documentation disponible et ce qu'elle aura entendu de votre part. Elle en fera rapport au maire et au président du comité exécutif de la ville. Ce rapport sera rendu public quelques semaines plus tard. Je rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions, nommément politiques, relatives au projet appartiennent au conseil municipal. Venons-en maintenant au déroulement de la soirée. Dans quelques instants, j'inviterai le porte-parole de l'arrondissement, M. Bourque, à présenter les gens de son équipe et les personnes ressources, puis à faire la présentation de la version préliminaire du PIDUS faisant l'objet de la présente consultation. Cette présentation devrait durer entre 20 et 30 minutes. Aussitôt après, nous ferons une courte pause durant laquelle les gens désireux de poser des questions pourront s'inscrire au registre se trouvant à la table d'accueil. Au retour de la pause, j'inviterai ces personnes, selon l'ordre d'inscription, à prendre place à la table ici devant nous. Chacun aura droit à 2 questions par intervention. Je vous demande de limiter au minimum les préambules, sauf si c'est indispensable pour comprendre votre question. De la même façon, des sous-questions sont acceptables, mais pas trop. On essaie de se limiter à 2 questions pour que chacun ait le droit de poser ses questions. En procédant de cette manière, on permet au plus grand nombre de s'informer sur le projet. Puisque le registre d'inscription restera ouvert jusque vers 21h30, vous aurez la possibilité de vous réinscrire pour poser des questions additionnelles. Au besoin, nous tiendrons une autre séance demain soir. Non, ça c'est faux, c'est pour la séance des auditions de mémoire, désolé. Pour assurer un bon fonctionnement dans le respect de tous et de toutes, vos questions doivent être adressées à la présidence. Toutes les réponses, qu'elles viennent des représentants de l'arrondissement ou des personnes ressources, doivent aussi m'être adressées. Il n'y a donc aucun échange direct entre le public et les représentants de l'arrondissement dans le but de canaliser le questionnement et d'éviter qu'il y ait un débat entre les gens de la salle et les représentants de l'arrondissement. La commission sera en mode écoute, mais elle peut intervenir à l'occasion pour obtenir de l'information supplémentaire ou des clarifications. Si une réponse ne peut être donnée ce soir, elle devra être fournie le lendemain, s'il y a une autre séance, ou par écrit dans les meilleurs délais. Toutes les réponses sont publiques. Elles font partie du dossier de documentation accessible à tous. En terminant cette introduction, je souhaite vous rappeler que j'ai pour tâche principale de favoriser la participation de tout le monde et de permettre à tous de bien se renseigner sur le projet.
Pour y arriver, rien de tel qu'un climat serein et courtois. Je vous demande cordialement d'y contribuer. Enfin, sachez que l'OCPM a l'habitude de prendre des photos et des vidéos pendant la séance pour ses archives ou pour utilisation éventuelle dans ses publications. S'il y en a parmi vous qui ne veulent pas être photographiés ou filmés, veuillez avertir le personnel de l'Office à la table d'accueil. Je vous invite enfin à éteindre vos téléphones cellulaires et autres appareils électroniques. Ces précisions étant faites, j'inviterai M. Bourque à présenter l'équipe qui l'accompagne et à débuter la présentation du projet de plan de développement urbain, économique et social des quartiers aux abords de l'échangeur Turcot. M. Bourque, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Bien, premièrement, je veux remercier tous les participants ce soir de vous être déplacés en cette première belle journée depuis longtemps. C'est très apprécié. La soirée de ce soir constitue une étape charnière de la démarche. Donc, évidemment, tous les commentaires, les questions qu'on va recevoir vont nous permettre de bonifier le document préliminaire. Donc, c'est une soirée très importante pour nous. Je me présente, Louis-Henri Bourque, chef de division pour l'arrondissement Sud-Ouest. Je suis en charge depuis maintenant pratiquement 1 an et demi de la démarche. À mes côtés, Philippe Desrosiers, conseiller en planification donc pour la démarche du Pézul-Turcot. Et il y a 2 autres membres de l'équipe qui vont rester en place au kiosque pour répondre à certaines questions factuelles, bien qu'on vous encourage à venir poser vos questions directement à la commission pour que le rapport puisse en bénéficier. Je souligne aussi la présence dans l'auditoire de M. Sylvain Villeneuve, directeur de l'aménagement urbain et du patrimoine de l'arrondissement du Sud-Ouest. M. Daniel Legault, chef d'équipe pour le service de la mise en valeur du territoire, la direction de l'habitation, et Mme Marie-Sophie Couture, chef de section au service des infrastructures de la voirie des transports de la Ville de Montréal. Donc, nous allons procéder à la présentation. Philippe va procéder à la présentation qui devrait durer une 20aine de minutes, un petit peu plus peut-être. Et par la suite, on passera à la pause. Philippe? Donc, bonsoir. Un bref plan de la présentation. Donc, on va commencer avec une mise en contexte de la démarche. On va présenter les principaux enjeux, la vision, les orientations et les objectifs, pour finalement passer avec la stratégie d'intervention et le plan d'action. On va parler aussi des secteurs d'intervention prioritaires qu'on a identifiés dans la démarche et finalement la mise en œuvre de la démarche. Donc, la mise en contexte, donc le mandat émane d'une entente entre le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, ainsi que la Ville de Montréal, qui a été entérinée en janvier 2016. Donc, l'entente était vraiment pour, dans le cadre du réaménagement de l'échangeur Turcot, d'améliorer la qualité des milieux de vie traversés par l'échangeur. Donc, la démarche s'inscrit dans un cadre de planification aussi montréalais. On a la cour Turcot qui représente un des 6 grands secteurs stratégiques au schéma d'aménagement et également aussi le secteur industriel Cabot, qui est un secteur de planification à portée locale au plan d'urbanisme. Je vais vous demander, M. Desrosiers, pour aider Mme Philibert de parler un peu moins vite? Un peu moins vite, ça Parfait. va faciliter la tâche. Merci. Excellent. Donc, les objectifs, comme je l'ai dit, c'est améliorer la qualité des milieux de vie qui sont traversés par l'échangeur et également aussi répondre aux préoccupations du milieu. Donc, il y avait eu aussi plusieurs représentations par le milieu qui ont été faites dans le cadre justement de la reconstruction de l'échangeur Turcot, d'où provient l'entente avec le ministère. Cette démarche du PEDUS se veut une démarche participative pour laquelle on veut impliquer le milieu, donc les citoyens et également les organismes présents. La démarche participative a été entamée donc en avril 2016 avec l'Office de consultation publique de Montréal, qui a permis de dresser, de sortir les enjeux et les diagnostics du secteur, notamment à travers des tables rondes des tables rondes participatives, des ateliers créatifs, des rencontres d'information. De toutes ces rencontres est sorti un rapport qui présentait 25 recommandations. Donc, le rapport de l'Office qui dressait 25 recommandations qui ont servi de base d'élaboration du PEDUS. Suite au dépôt du rapport de l'Office, la démarche du PEDUS a continué sa démarche participative en impliquant les organismes partenaires, notamment en créant un comité de suivi du milieu où nous avons invité
les principaux acteurs locaux, donc les tables de concertation, et également aussi d'autres partenaires qui œuvrent dans le milieu. On a également créé un comité en santé publique avec la Direction régionale de la santé publique pour nous épauler dans l'ensemble des travaux, donc toutes nos interventions, avoir une validation de leur côté pour pouvoir avoir aussi l'avis d'experts. La localisation du territoire d'études se retrouve en plein au cœur du sud-ouest, donc une superficie d'environ 2,17 km². Les limites ont été tracées vraiment pour aller englober les quartiers qui sont le plus touchés par l'échangeur, donc c'est vraiment les quartiers limitrophes. On a présence de plusieurs contraintes sur le territoire, notamment donc, le canal de la Chine qui est une barrière, c'est aussi un potentiel, mais qui peut briser un petit peu, qui fait un morcellement donc, entre les deux côtés du canal. On a la présence de l'échangeur aussi qui fait une barrière, mais on a aussi la création de nouveaux liens avec le réaménagement de l'échangeur. Donc, le territoire est séparé en 3 secteurs avec des dynamiques différentes. On a au nord du canal de la Chine, on a le secteur de Saint-Henri-Ouest, donc en se rapprochant vers l'échangeur. On a le secteur industriel Cabot qu'on voit en jaune, le secteur industriel qu'on parlait tout à l'heure au plan d'urbanisme. Et on a aussi la partie de Côte-Saint-Paul et un petit peu le nord de Aymar en rose fuchsia. C'est donc des milieux de vie qui sont touchés par la construction de l'échangeur Turcot. C'est des secteurs qui sont marqués par une défavorisation, notamment on parlait de Saint-Henri-Ouest, donc plus on se rapproche de l'échangeur, la défavorisation est plus marquée. Et on a aussi le secteur Cabot, qui est un secteur plus industriel. Les principaux enjeux qui ont été ressortis à travers les travaux de l'Office en 2016, on les a séparés en 4 thèmes. Donc, nous avons le premier thème, la qualité des milieux de vie. On parle donc de défavorisation, équité sociale et la qualité et accès au logement. Pour le dynamisme économique et social, on a la création et le maintien d'emplois, la structure des artères commerciales et également la requalification des grands complexes industriels. Pour l'environnement, le paysage et le patrimoine, on a toute la question des nuisances, autant que pour la qualité de l'air et le bruit, les îlots de chaleur qui sont présents dans le territoire et également aussi la mise en valeur des bâtiments d'intérêt patrimoniaux. Pour la mobilité et la connectivité, on a les enjeux de circulation de transit présents dans le secteur, on a les enjeux de mobilité active et également la connectivité entre les quartiers, notamment avec les barrières, avec le canal, avec l'échangeur qui font des barrières pour la fluidité. Du rapport d'Office et tous ces enjeux découle une vision qu'on propose pour le PEDUS. Donc, c'est un environnement sain à échelle humaine avec une identité forte incarnée par l'héritage de ces quartiers, l'économie locale et ses citoyens. Donc, nous, c'était vraiment une vision qu'on proposait vraiment ramener le quartier à une échelle humaine, des aménagements qui sont faits pour les individus, mais vraiment la mobilité douce, le transport actif. Donc, ça va en lien avec un environnement sain, incarné par l'héritage de ces quartiers. Ça fait référence à vraiment tout le patrimoine qui est présent sur le territoire, aussi l'implication citoyenne, donc toutes les démarches qui ont déjà été faites avec les citoyens, toutes les démarches qui ont été faites avec les organismes aussi, toute la consultation. L'économie locale, donc vraiment aussi y aller avec un développement communautaire pour et par la communauté, la collectivité locale, puis la dernière axe, c'est vraiment les citoyens. Donc, la démarche participative, c'est une des parties très importantes pour la démarche. Les orientations et les objectifs du PEDUS ont un lien avec la vision, donc c'est un environnement sain et actif pour tous. Donc, les objectifs dans cette orientation, c'est d'implanter donc des mesures compensatoires pour réduire les nuisances. Et on fait également aussi, désolé l'anglicisme, un statement. On veut accorder la priorité donc au transport actif et collectif, en plus d'avoir une mise à jour. Surtout ces jours-ci. Donc, bon. Là, il veut plus cliquer. Allons-y. Pour l'orientation du potentiel de développement du territoire au bénéfice de la collectivité, donc on veut redonner une échelle humaine à l'avenue de l'Église, on veut protéger et développer les zones d'emploi,
On veut miser sur les forces vives du milieu, donc vraiment les citoyens, les organismes présents. On veut également aussi consolider l'usage résidentiel tout en maintenant une offre de logement pour tous et de qualité. La culture et le patrimoine, ça se veut des fondations pour l'avenir, donc on compte préserver et mettre en valeur le patrimoine et également promouvoir l'expression culturelle à travers nos aménagements. Donc voici un bref résumé des actions qu'on trouve dans le document. Donc les 5 plus grands axes, les 5 plus grandes interventions plutôt. On a l'implantation du lien fédérateur, environ 3 km de pistes cyclables, en majorité en site propre, donc une bande cyclable protégée avec, lorsque possible, un maillage de béton. C'est piste cyclable à double sens pour vraiment sécuriser les déplacements à vélo. Ça va aller connecter, on a donc aller se connecter avec les pistes cyclables, le réseau déjà présent sur le territoire de l'arrondissement, mais aussi permettre des connexions avec les quartiers, les arrondissements voisins. Donc, une connexion avec l'arrondissement de Verdun, une connexion avec Côte-des-Neiges, aussi vers Westmount, aller se connecter avec des réseaux existants. Donc, on a le prolongement aussi de la piste cyclable sur Pullman, la piste cyclable du canal La Chine, la nouvelle piste cyclable sur le boulevard de la Vérandrie pour aller se connecter au canal La Chine. Mettre en lien également aussi le parc du premier chemin de fer, un lien vers le métro Place Saint-Henri pour pouvoir continuer sur le réseau existant. Donc, ça veut vraiment être une colonne qui va aller fédérer vraiment l'ensemble des réseaux déjà présents et projetés également aussi sur le territoire. On parlait de protéger et maintenir les zones d'emploi. Donc, on a 5 nouvelles zones d'emploi qu'on veut aller pérenniser, qu'on va aller protéger. Donc, on va aller changer l'affectation pour vraiment préserver. C'est principalement pour les immeubles multilocatifs, donc les grands complexes industriels d'antan qui ont été convertis en pépinières économiques, donc des grands multilocatifs qui représentent environ 35% des emplois dans le sud-ouest. Donc, on veut les protéger. On veut vraiment leur concrétiser leur vocation économique, donc de zone d'emploi. On annonce aussi un verdissement massif. Donc, pour les nouveaux espaces verts et les mesures de mitigation, il y a environ d'espaces déjà de propriété ville ou qui vont être de propriété d'environ 4,3 hectares. Donc, on veut vraiment faire un verdissement massif partout où c'est possible, faire de la plantation, y aller vraiment avec des mesures de mitigation et aussi la bonification des espaces verts déjà existants sur le territoire. On a identifié 4 bâtiments municipaux à requalifier. Ce sont donc des bâtiments d'intérêt patrimonial de propriété ville de Montréal qui sont présentement vacants. Donc, on veut jouer un rôle de propriétaire exemplaire et les réoccuper, les requalifier pour justement les préserver puis garder leur intérêt patrimonial intact puis vraiment leur redonner une deuxième vie puis une nouvelle vocation. On identifie aussi 7 terrains municipaux, donc réservés lorsque les paramètres le permettent à des fins de logements sociaux et abordables. Il y a certains terrains qu'on voit mal à la carte, c'est des terrains de peut-être moins grande envergure, mais on a des terrains plus grands aussi qui permettent d'avoir plus d'unités. Mais il y a aussi des petits terrains de plus petite échelle aussi qu'on voit un petit peu moins bien sur la table. Mais nous, lorsque les paramètres le permettent, on veut pouvoir travailler avec nos partenaires pour pouvoir réserver ces terrains-là à des fins de logements sociaux et abordables. Donc, la carte qui est présente dans le document, qui résume vraiment toutes les actions, ça se veut la synthèse. On voit aussi les quartiers, les secteurs de planification là, détaillés qui sont rendus des secteurs d'intervention prioritaire qu'on va voir en détail là, dans la présentation. Donc, pour réaliser tous ces belles objectifs, ces belles orientations et ces beaux objectifs, on a mis sur pied une stratégie et un plan d'action. Donc, notre stratégie d'intervention se sépare en 5 grands axes. On a les espaces verts et le verdissement, le développement immobilier, le développement économique et social, la culture et le patrimoine et la mobilité. Comment on a monté notre stratégie d'intervention? C'est pour chacun des 5 axes, on élabore des principes directeurs qui ont été établis avec nos partenaires. On énonce une stratégie, comment on veut vraiment
mettre en œuvre notre stratégie d'intervention et on énonce les actions concrètes pour chacun des 5 axes. Donc concrètement, pour les espaces verts et le verdissement, la programmation des espaces verts va être en concordance avec l'avis de la Direction régionale de santé publique qui va pouvoir nous dire quel type d'usage on peut aller implanter dans les espaces verts. Donc, quand on parlait qu'on avait mis sur pied un comité en santé publique avec eux pour nous épauler, suite à leur avis, on va pouvoir vraiment décider est-ce que c'est un parc, est-ce que c'est des mesures de mitigation. Tout ça va être à définir, puis ça va se faire aussi avec des ateliers de co-création avec le milieu pour savoir la programmation de chacun des espaces selon les besoins locaux et les paramètres définis. On propose un verdissement massif, donc on a vu tantôt l'espace d'arbres, 4,3 hectares. On a estimé environ un potentiel de 500 arbres environ pour l'instant. Donc on veut vraiment y aller avec un verdissement massif. Y aller aussi avec de la plantation sur le domaine privé, principalement dans les secteurs non résidentiels, pour contrer justement les îlots de chaleur et mettre sur pied des partenariats pour aller avec un verdissement vraiment massif, autant sur le domaine public que sur le domaine privé. Avec nos partenaires aussi des grands parcs du verdissement du Mont-Royal, on élabore un guide des bonnes pratiques d'aménagement et de verdissement, donc pour pouvoir énoncer des paramètres et un guide, un livre de recettes, si on veut, qui va pouvoir nous dire quel principe mettre de l'avant pour mettre sur pied des réseaux de biodiversité, planter le bon arbre au bon endroit, y aller avec des règles de 30% d'une certaine espèce, 20%, c'est la règle du 30-20-10 pour pouvoir éviter un peu ce qu'on vit avec la grille du frein. Donc, y aller avoir une bonne biodiversité dans nos aménagements. Et on veut également aussi formaliser l'affectation des espaces verts déjà présents sur le territoire et bonifier l'aménagement de certains parcs existants. Pour le développement immobilier, on est dans une optique de consolidation. Donc, on n'annonce pas un développement massif d'unités, c'est vraiment de l'acupuncture urbaine. Il y a certains terrains qui sont propices à avoir un développement. Ce développement-là est appuyé sur le portrait de l'habitation qui a été élaboré par nos collègues de la direction de l'habitation. L'implantation d'usages sensibles va se faire. L'usage sensible, j'entends pour l'habitation, notamment qui représente un des usages sensibles, donc va être en concordance avec les paramètres qui sont édictés au schéma d'aménagement et, encore une fois, suite à l'avis de la Direction régionale de la santé publique qui vont pouvoir nous dire est-ce que les usages sensibles à proximité de l'autoroute va découler de leur avis. Donc, comme on l'a vu tantôt, développer les terrains municipaux à des fins de logements sociaux. Donc, on avait 7 terrains, donc on parle d'environ une centaine d'unités. On veut établir des partenariats pour le développement de projets résidentiels, donc avec nos partenaires de la ville et aussi avec d'autres partenaires pan-montréalais. Et on édicte aussi des balises d'aménagement qui sont appuyées sur les politiques et documents villes. Ces balises d'aménagement-là sont pour 7 sites. 7 sites qui ne sont pas strictement des sites résidentiels, ce sont des sites également avec un potentiel de développement immobilier, que ce soit un développement économique, industriel ou résidentiel. Je prends notamment le site numéro 6 du 4000 rue Saint-Patrick, qui est un bâtiment de propriété ville, le Canadian Powerboat Company. Donc, on a mis des balises pour encadrer pas la requalification, mais le développement pour ces sites-là. Pour le développement économique et social, on veut réaliser une étude de positionnement économique pour le secteur Cabot, suite à l'étude économique turco-lachinesse qui a été réalisée par le service de la mise en valeur du territoire qui a fait l'étude du corridor le long de l'autoroute 20 du canal Lachine, donc de Lachine justement jusqu'au sud-ouest, pour faire le portrait un peu là, des secteurs économiques et industriels présents le long de ce corridor-là. Nous, on lance une étude de positionnement économique spécifique au secteur Cabot pour vraiment aller trouver les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces dans ce territoire-là pour pouvoir aller élaborer des outils de développement justement en collaboration avec le service de développement économique, notamment pour pouvoir vraiment protéger, mais développer aussi le secteur Cabot. On a une maîtrise foncière, donc la ville est propriétaire de certains terrains justement dans le secteur Cabot. Je montrais en exemple le 4000 Saint-Patrick, qui est un bâtiment de propriété ville.
Donc, ça pourrait être un des outils de développement à explorer. On a créé, on parlait tantôt du comité de suivi du milieu pour vraiment y aller avec le développement social, donc travailler de concert en démarche participative avec les organismes. On veut mettre sur pied aussi un mécanisme de soutien aux initiatives du milieu. C'est un mécanisme qui avait été mis sur pied déjà dans le cadre du PEDUS Outremont, donc pour les abords du campus Outremont, donc PEDUS Marconi, Alexandra. Les consultations, justement, ça va être un moyen de pouvoir discuter de quel type de projet que ce mécanisme pourrait financer. Donc, en collaboration avec vous, on va pouvoir discuter, on va pouvoir avoir des idées de projets pour pouvoir ensuite mettre sur pied ce mécanisme-là, puis pouvoir vraiment bien encadrer là, les initiatives du milieu. Et on veut aussi, là, comme je l'ai dit, affirmer la vocation des zones d'emploi présentes sur le territoire. Pour la culture et le patrimoine, on veut occuper et valoriser les bâtiments municipaux patrimoniaux vacants, donc les 4 bâtiments qu'on a présentés tantôt. On veut aussi mettre en valeur les vestiges archéologiques qui sont présents sur le territoire, donc toute l'historicité. Le long du canal La Chine, il y a des vestiges archéologiques, des anciennes fondations qui sont là de bâtiments. Donc, on veut les mettre en valeur. On réserve un terrain aussi. On a un terrain qu'on pourrait réserver pour la commémoration de certains vestiges archéologiques qui ont été trouvés. C'est beau aussi les bâtiments qui sont préservés, qui sont encadrés, mais on veut aussi assurer la protection des témoins de l'industrialisation. Par témoin de l'industrialisation, qu'est-ce qu'on veut dire? On voit l'image en bas à gauche, donc le château d'eau qui est présent dans le secteur Cabot. Il y a aussi tous les pylônes électriques de la Beltline le long du canal La Chine. Donc, on veut aussi protéger ces témoins-là de l'industrialisation qui sont peut-être moins encadrés, normés par des règlements. Nous, on veut aller les protéger si possible par des règlements. On veut soutenir la création de coop d'artistes. Donc, on est en lien avec des groupes. On veut intégrer l'art dans les aménagements publics, soit des statues déjà présentes, des œuvres d'art. On veut, dans les nouveaux aménagements, pouvoir les mettre en valeur ou, dans le cadre de reconfiguration, si on a des œuvres d'art présentes, pouvoir les mettre vraiment en évidence. Et pour justement aussi préserver certains bâtiments, on désigne 2 nouveaux bâtiments d'intérêt patrimoniaux. Donc, les 2 bâtiments en bas, on a le 2100 Avenue d'Église, une ancienne banque qui n'était pas protégée d'une façon normative, donc veut être encadré. Et on a aussi le 1611 rue Gladstone, si je ne me trompe pas, qui était une ancienne église, école protestante dans le secteur Cabot. Donc, on veut les normer pour pouvoir les protéger. Pour la mobilité, on souhaite élaborer des balises d'aménagement pour des rues qui favorisent les déplacements actifs. Donc, c'est vraiment mettre de l'avant les transports actifs et collectifs. On implante des mesures d'apaisement de la circulation et on sécurise les intersections, notamment à travers l'implantation du lien fédérateur qu'on va voir la prochaine diapositive. Et toute la réfection des rues se fait à travers le PRR, donc le programme de réfection routière des rues artérielles, donc une enveloppe budgétaire de la ville centrale. Donc, on se sert de ce budget pour pouvoir faire nos interventions. Il y a l'implantation de nouvelles stations Bixi. Si je ne me trompe pas, il y en a 6 nouvelles cette année sur le territoire, dont une qui est sur le pôle Gadebois. On est passé dernièrement qui est implantée. Et on a l'implantation du lien fédérateur qui est un gros morceau pour la mobilité. Donc, on voit le tracé avec les intersections aussi qui vont être revues, qui vont être des implantations de mesures d'apaisement. Il y a également 3 de ces intersections-là qui ne seront pas traitées dans le cadre de l'implantation du lien fédérateur, donc l'intersection Saint-Jacques de Courcelles et il y a Saint-Ambroise, Saint-Rémy et aussi de la Véranderie, Garde de l'Église. Elles ne seront pas revues dans le cadre de l'implantation du lien fédérateur, mais le mandat a déjà été donné au service de la mise en valeur du territoire pour infrastructure, voirie et transport, pardon. Trop d'acronymes qui se ressemblent. Donc, ils sont déjà mandatés pour revoir la reconfiguration de ces intersections. C'est une esquisse qui montre en fait une proposition de l'implantation du lien fédérateur. Donc, on peut voir qu'on propose un maillage pour protéger donc
le site propre, donc la piste cyclable qui est vraiment protégée de la circulation. On se trouve présentement là, sur Côte-Saint-Paul, au coin de Saint-Rémy, et la rue Acorn aussi qui se prolonge là, dans la perspective. Donc, c'est une idée de qu'est-ce qu'on propose là, dans le cadre du lien fédérateur. Pour les secteurs d'intervention prioritaires, donc on avait les deux secteurs, on avait le secteur Cabot et le secteur de l'Église. Pour le secteur Cabot, ce que nous proposons, c'est un réaménagement de la rue Saint-Patrick. On veut créer de meilleurs liens avec le canal de la Chine et aussi une signature du secteur avec le riche héritage industriel présent, donc les bâtiments, les témoins industriels, les vestiges archéologiques. Et pour le secteur de l'Église, on veut consolider l'usage résidentiel sur l'avenue de l'Église. On veut intégrer les aménagements publics au pôle institutionnel. Donc, le pôle institutionnel, on se réfère à l'ancien hôtel de ville de Côte-Saint-Paul, l'école Marie-l'Incarnation, le PDQ. On propose aussi une occupation commerciale aux intersections, donc pour avoir des commerces de biens et services de proximité près des milieux de vie, et également le verdissement massif aux abords de l'autoroute. La mise en œuvre du PEDUS, donc, c'est sur un horizon 2017-2025. Notre plan d'action est séparé sur 4 termes, donc le court terme, 2017-2018, le moyen terme, 2019-2021, le long terme, 2021-2025, et également aussi les actions qui sont en continu, qu'on ne peut pas dater, qui sont pérines. On propose aussi, pour encadrer vraiment la mise en œuvre du document, la création d'une équipe de projet dédiée à la réalisation puis à l'encadrement de la mise en œuvre. Notre stratégie de financement pour toutes ces actions-là, elle est axée sur les programmes existants. On parlait tantôt justement le programme de réflexion routière, le PRR, notamment pour les interventions là, pour le lien fédérateur, les programmes d'accès-logis pour ce qui est de l'habitation. On a le plan d'action Canopée aussi, qui est une enveloppe au central qui fournissent des arbres qu'on peut planter sur les terrains qui sont dégagés, justement. Donc, on arrime vraiment nos actions avec des enveloppes budgétaires qui sont déjà présentes au sein de la ville. Et on a aussi une enveloppe là, du ministère des Transports pour l'aménagement des terrains aux abords de l'autoroute 15. Donc, voilà. Merci. Peut-être, si vous permettez, Mme Laverdière, en conclusion... C'est la Perrière, mais je vous aime quand même. Désolé, la Perrière. C'était un exercice en soi de présenter un document avec autant de matière. C'est sûr que la présentation constitue un survol. Donc, je vous invite à lire le document si ce n'est pas déjà fait et à venir nous poser des questions sur le document. Dans l'intervalle, d'abord, merci, M. Desrosiers et Bourque. Je vous inviterai à garder votre présentation toute proche parce que selon les questions posées, vous avez beaucoup d'illustrations et de plans. Ce serait utile sans doute pour le bénéfice de tous quand on pose une question ou une autre traitant d'un territoire ou d'un secteur ou de pouvoir le voir sur l'écran. Fait que je vous inviterai à être vigilant. Et je vous remercie d'avoir été très synthèse. Ça fait beaucoup de matière à digérer, mais cela dit, ça va susciter la curiosité pour le lire. Nous allons prendre une courte pause d'une dizaine de minutes pour vous permettre de vous inscrire, ceux et celles qui le souhaitent, au registre à la table d'accueil à l'arrière, ceux ou celles qui souhaiteraient poser des questions. Et au retour de la pause, je vous accueillerai à tour de rôle. Je vous remercie.